Je te représente ça comme un cube d'1 mètre cube. On remplit de liquide jusqu'à atteindre une limite. Et l'eau qu'on met à l'intérieur, c'est de l'information, des émotions, des expériences de vie, des histoires, des événements. Et chaque jour, chaque instant, on remplit ce cube. Bonjour à toi, ou bonsoir. Bienvenue dans le podcast Chronique d'une résilience méconnue. Ou encore, ma quête de la pleine santé, où je te partage mon chemin de guérison de maladies chroniques et des récits de voyage. Pour moi, les deux sont inséparables. J'ai investi beaucoup d'années de recherche et d'expérimentation pour retrouver enfin ma pleine santé et ma liberté. Je n'ai pas la solution, mais j'ai trouvé des voies possibles, des raccourcis. Et je t'invite à écouter, voir si cela peut aussi t'aider. Dans ce podcast, ces épisodes, je vais te raconter mon histoire pour que toi aussi tu puisses améliorer ta qualité de vie. Je te dis à tout de suite. Prends soin de toi. Salut. Dans l'épisode précédent, je disais que cette semaine, j'allais parler de choses différentes. Je ne vais pas raconter mon histoire de manière chronologique, car déjà, dans l'épisode 0, l'épisode de présentation, basé sur mon expérience de voyage, de vie, de mes prises de conscience, je raconte des témoignages. Et aujourd'hui, je vais donner un point de vue d'une manière rétrospective sur ces éléments, car ma perception a changé, car j'ai changé. Peut-être qu'une partie de ce que je vais partager là peut servir à aider quelqu'un qui en trouverait le sens. Alors je vais plonger maintenant pour me reconnecter à ce que j'ai pu évoquer et parler de mon éducation. Les bagages que j'emmenais qui m'ont permis de réaliser toute cette série de choses concrètes pendant ma jeune vie d'adulte étaient des bagages remplis que j'avais chargés en tant qu'adolescent et en tant qu'enfant depuis le foyer familial et depuis la campagne où j'ai grandi dans le sud-ouest. Sans savoir quoi faire de ma vie, et parce que je me suis ennuyé vraiment avec divers emplois qui me satisfaisaient vraiment pas, j'ai décidé de suivre, comme je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, d'aller suivre mon rêve et d'aller vivre à Paris. Cet objectif n'était pas du tout clair. Je n'avais pas de visibilité ni de définition de ce que cela pouvait être, mais j'avais profondément en moi la croyance que je voulais évoluer dans le secteur audiovisuel, du cinéma, la télévision, les concerts, la musique. Mais c'est un univers très vaste. C'est comme si je disais, je vais vivre dans le sport, ou je vais vivre dans le bien-être, ou je vais vivre dans le digital ou le numérique. Ce sont des univers très vastes. Ça manque de précision, de mise au point. Mais bon, j'ai suivi cette idée, ce ressenti ou cette pensée qui m'a guidé pendant plusieurs années. Ce que je peux voir maintenant, c'est l'importance d'avoir un objectif. Et d'ailleurs, avec Aton, on en a beaucoup parlé. Et si quand on est jeune, on n'a pas cette vision, ce qui peut souvent être le cas, au-delà de dire qu'on engage le jeune à étudier, à faire ci ou à faire ça, à prendre le temps, je pense que les parents et le système éducatif, la société, devaient vraiment insister, avec diplomatie évidemment, le jeune à trouver ce qui le passionne, à ce qui le nourrit à l'intérieur de lui. Et c'est en faisant ce travail qu'il y a vraiment une orientation de vie qui peut être différente. Je pense que c'est un travail très important au jeune adulte. Pour ma part, trouver cet objectif et le manifester est quelque chose que je n'ai jamais su faire et pendant longtemps je n'ai pas su. Alors trouver cet objectif et le manifester, c'est ce qui est nécessaire pour atteindre l'ambition. L'idée de travailler dans le visuel n'était pas un objectif précis, comme je venais de le dire, car je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas, j'avais pas appris concrètement à manifester cela, ni une vision, ni un plan. Je suis resté dans le brouillard, une forme de flou. Mais j'ai commencé à expérimenter, à penser ma vie, vivre au jour le jour, ne pas me projeter. D'ailleurs, je mettais beaucoup d'importance à cela, à ne pas me projeter. Et que c'était pour un peu pour le travail, mais tout le reste dans ma vie, je voulais pas projeter, je voulais pas voir à long terme. Et je me souviens d'ailleurs que dans toute mon histoire, jusqu'à il y a peu d'années, c'est ainsi. Je n'avais absolument pas d'idée de ce que je voulais réaliser.
Et je vivais avec, je faisais autre chose, je faisais autrement. J'étais au lycée, j'ai tenté d'étudier une série de choses qui m'ont pas vraiment aidé en fait à long terme. Et jusqu'au jour où je me suis lancé dans la vie active. Cela a façonné qui je suis maintenant, et grâce à toutes ces expérimentations, ces apprentissages, ces recherches, ces déceptions, ces réussites. J'ai grandi et j'en suis là où j'en suis maintenant. Après de nombreuses années d'échecs, dont je parlais dans d'autres épisodes, car ça s'est joint à vraiment un profond état de mal-être physique et émotionnel, les questions très fréquentes que je pouvais me poser étaient quelque chose de très existentiel, comme qu'est-ce que je fais ici, qui suis-je, quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois offrir au monde, qu'est-ce qui me remplit. Ce sont des questions auxquelles je focalisais vraiment toute ma vie. C'était là, même si j'y pensais pas, c'était là dans le fond. C'est la recherche d'une pleine santé. C'est ça qui a toujours été là, de la santé intégrale. Et ce n'est que beaucoup plus tard que je me suis dit que le fait d'avoir été focalisé pleinement sur cette guérison, qui était dans tout qui j'étais, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions, que tout le reste ne pouvait être en fait que secondaire. Puis je me suis créé un objectif, travailler dans le cinéma. J'étais encore à Paris. Il faut savoir que les réseaux du cinéma et de la télévision sont très distincts, ce sont des familles différentes. Et lorsque j'ai pu enfin avoir les possibilités de dire « Ah, c'est en train de s'ouvrir, là, voilà », on me propose des choses pour des longs métrages, et ben je pouvais plus le faire, car c'est un travail physique, technique, et mon corps ne me permettait plus de réaliser de travaux de la sorte. Mais j'en reparlerai ultérieurement. Quand je parle de ma vie de jeune adulte et que je visualise cette trajectoire depuis mon éducation, je peux visualiser cette trajectoire comme jeter une pierre. Par exemple, je jette une pierre dans l'eau ou sur le sol ou n'importe où, et elle retombe avec l'entropie naturelle sur le sol. Aussi, grâce à la gravité, évidemment. Et d'ailleurs, ce serait la même chose avec une flèche. Je prends un arc, je prends une flèche, je la tiens n'importe où, elle va retomber sur le sol, par gravité, par le vent, par les paramètres extérieurs. Et aussi, surtout parce qu'il n'y a pas de direction et d'objectif. Donc, si j'avais eu un objectif, une ambition claire de là où je voulais aller, et qu'il y avait pu y avoir une cible manifestée à tant de mètres, je sais qu'en travaillant, je vais réussir à mettre la flèche au centre de cette cible. C'est un objectif, ça va droit au but. Ma cible était de me guérir, mais au-delà de cela, je n'avais pas de but précis. J'étais dans le brouillard, j'avais grandi différemment, sans flèche, sans arc et sans cible. Et j'étais sensible. Mes outils étaient beaucoup plus pratiques, utiles pour beaucoup de choses. En premier lieu, j'avais développé une manière intérieure, bon là c'est un peu la contrepartie. J'avais développé une manière intérieure de ne pas montrer ma souffrance, de ne pas montrer que mon corps me faisait mal, et à faire de mon mieux pour paraître normal, car rien n'était normal dans ma santé, et que ça se voyait d'ailleurs aux yeux des autres. Je devais pas montrer de gêne corporelle et j'avais vraiment une énorme envie d'aller jouer avec les jeunes de mon âge. Évidemment, il y avait des moments où je pouvais le faire, mais en général, c'est quelque chose que je devais cacher le plus possible. Car c'était aussi lié à mon envie profonde d'être accepté, de ressentir un sentiment d'appartenance qui, je crois, est essentiel pour se construire. Et au-delà de ça, j'ai intégré pas mal d'autres outils, du bricolage en tout genre, savoir technique, dans le visuel, l'informatique, un côté très pratique, de l'optimisation, de l'organisation, de l'adaptabilité, un sens du détail. Et ma vie m'a montré d'ailleurs que c'était très pratique et utile dans le monde, dans le système. Mais là où je mettrais un gros « mais » en majuscule, car ça m'a pris aussi beaucoup d'années pour comprendre et intégrer cela, c'est quoi que ce soit que l'on offre au monde, ses talents, son aide, son amour, s'il n'y a pas d'amour propre, s'il n'y a pas de soins personnels, s'il n'y a pas de limites saines pour soi-même, il y a forcément de la souffrance. J'utilise le mot souffrance pour amplifier le déséquilibre, car il y a usure, il y a un poids, il y a du stress, il y a de l'angoisse, peut-être à long terme, à moyen terme, peu importe, mais donc de la douleur. Et pour ma part, je me suis brûlé pour ces raisons, parce que je n'avais pas appris à prendre soin de moi.
Je n'avais pas appris à me mettre moi-même au centre de mon bien-être, au centre de mes besoins. Et ça a été complètement en déséquilibre. D'ailleurs, l'eczéma, on dit bien, c'est un problème de barrière avec les autres, de relation avec les autres. Alors oui et non. Pas refaire le truc du psychosomatique, j'en ai parlé au premier épisode. Pour ma part, j'avais aussi reçu beaucoup de fois l'idée que de penser à soi était égoïste. C'est d'ailleurs une croyance très limitante, il est difficile de l'éliminer. Et même maintenant, je ne sais pas si j'ai complètement réussi à la faire disparaître. C'est quelque chose qui était très profondément enraciné dans ma structure de personnalité, dans qui j'étais. Et j'ai construit autour de ça, et j'ai dû désapprendre et réapprendre plusieurs fois, de manière à me libérer le plus possible de cette idée-là et me faire passer moi avant le reste, en fait, le plus possible. Ces idées, ces croyances, ces tissus sont très collants à l'intérieur de nous, dans nos fonctionnements. Dans mon cas, c'était le résultat de mon adolescence. J'ai beaucoup souffert de solitude, je n'avais pas beaucoup d'amis, mais je ressentais quand même le besoin de me mettre dans mon monde, et d'ailleurs aussi pour pouvoir accomplir plus gentillement, je dirais, ce qui était demandé dans la famille. Plus tard au lycée, c'était un peu plus facile car comme je l'ai raconté dans l'autre épisode, j'étais interne, donc je rentrais chez moi le week-end et même si l'adolescence n'a vraiment pas été très agréable, j'ai tissé des liens d'amitié forts et avec certains c'est encore le cas. Comment t'aides-tu à aider quelqu'un ? Aider les gens, c'était ma façon d'interagir avec le monde. Et d'ailleurs dans mon travail c'était très pratique puisque j'avais souvent une tâche pour aider les autres. Je donnais toujours plus que ce qu'on me demandait. Je voulais être meilleur, me surpasser, mais aussi montrer que je pouvais être le meilleur. Je voulais que les choses soient belles, que ce soit bien faites, et qu'on me reconnaisse comme Ben. Ouais, Ben il est cool, Ben il fait les choses bien, c'est super, il est toujours là. Il en fait toujours plus, on peut lui en demander, il se plaint jamais, il donne beaucoup. Je le faisais pour être reconnu, pour être vu, pour être valorisé. Bien sûr, il y avait une part de moi qui le savait déjà, d'ailleurs, il me semble que mon père l'avait quand même déjà verbalisé à plusieurs reprises. Mais au-delà de ça, eh bien, je crois que mon motif, c'était que j'étais vraiment sincère. Et j'étais vraiment très motivé aussi par ce manque intérieur d'amour-propre. Un manque de soin envers moi-même, un manque de valeur, de reconnaissance de ma valeur et de qui j'étais vraiment. Et il y a eu beaucoup d'années où j'ai souffert inconsciemment de cela. Je n'avais absolument pas présence de ça en moi, parce que j'étais focalisé sur d'autres choses, de profiter de la vie en tant que jeune. Mais quand je parle de l'histoire, car nous avons tous nos histoires, ma manière à moi de me positionner par rapport aux autres et au monde, cette manière-là, m'a conduit à m'enfoncer davantage et à descendre un peu plus profondément à chaque fois dans une souffrance corporelle plus difficile, plus profonde, mais plus étouffée, car c'était resté très inconscient pendant longtemps. Maintenant, je réalise que ça a été nécessaire, que je passe par tous ces apprentissages. Je remercie des années de souffrance, je remercie, c'est comme une bénédiction. Et j'aurais pas pu le voir comme ça avant, en fait. Mais maintenant, je peux le voir depuis un certain nombre d'années. Et même si je devais refaire et que je pouvais trouver des raccourcis et des manières de faire différemment, mais globalement, je remercie ma route. C'est vraiment a posteriori que nous voyons l'impact des événements dans nos vies. Sur le moment, il est difficile de tout comprendre. C'est la même chose pour mon accident de moto en 2018. Cet homme âgé qui a tourné brusquement, qui a traversé ma voie. J'allais pas vite, mais je l'ai heurté en fait. J'ai eu beau freiner, ça a tapé. Et même maintenant, 5 ans plus tard, ma jambe me fait toujours mal. J'ai des choses que je ne peux toujours pas faire. Quand ça va mieux, j'oublie, je m'enthousiasme et je me blesse de nouveau. Mais même cet événement, même si au début, franchement, je l'ai vraiment traité de tous les noms, et ben en fait, même ça, c'était pour une raison bien précise. Je voulais pas voir ce qui se passait. À l'intérieur, la vie me disait gentiment, il est temps de bouger, fais les choses différemment, mets en place des choses. J'écoutais pas. Alors, c'est intensifié, des événements jusqu'à l'accident. Et même là, j'ai pas pris conscience tout de suite de ce que ça voulait dire. Ça a mis plusieurs mois. Et comme des années auparavant et comme souvent dans ma vie avant, je me suis pas écouté. Parce que je crois qu'en fait, la vie nous donne déjà les messages en nous, à l'intérieur de nous.
dans notre intériorité et nous les révèle avec beaucoup de patience, avec beaucoup de bienveillance. Ensuite, si on ne l'écoute pas, c'est un autre mécanisme, il me semble, qui se met en place. Pour ma part, c'est ma santé qui s'est détériorée. J'ai commencé à me blesser de plus en plus. Deuxième discopathie, plus de tendinite, plus de problèmes articulaires, la peau qui revenait de temps en temps. Et puis, toutes ces personnes avec lesquelles je partageais, au-delà de mes amis, je faisais encore beaucoup de choses pour elles. Et ensuite, au fur et à mesure, la vie m'a montré que ça servait à rien parce qu'ils ne me rappelaient pas. Ils ne revenaient pas vers moi. Au cours de toutes ces années à Paris, je voyais pas les signes. Je pensais vraiment que le monde était bon, que tout ce qui m'arrivait était normal et de toute façon, c'est ce qui devait être et je devais accepter tel que ça l'était puisque j'avais grandi ainsi. Accepter les règles de ce qui était en dehors et j'avais pas le droit intérieurement de cette petite voix d'exprimer vraiment qui j'étais et mes valeurs et mes règles et ma manière de voir les choses. Parce que j'avais grandi en étant conformiste en fait. C'est pas grave, c'est juste que c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc maintenant, je peux reconnaître qu'il y a une certaine part de ces personnes avec qui j'ai partagé et que j'ai aidé qui sont toujours dans ce noyau d'amitié que j'ai et ça signifie beaucoup pour moi. On est très proches et on a une grande confiance les uns envers les autres et c'est très enrichissant, nourrissant et sécurisant je crois aussi quelque part. Je peux exprimer tout cela maintenant car j'ai intégré toutes ces explorations réalisées en développement personnel, transformation personnelle via des thérapies, des pratiques chamaniques, en allant voir mes peurs, mes comportements, mes croyances, en les analysant, en les déconstruisant maintes fois, et toute mon éducation, ma façon d'être, ma vision intellectuelle, émotionnelle, corporelle, de voir la vie et de me voir moi-même, voir les autres. Par toutes ces différentes méthodes, quand la vie m'invitait à y revenir, j'essayais évidemment de comprendre pourquoi j'y revenais encore et cherchais encore un moyen de m'en libérer, de me guérir, faire sauter ou d'intégrer, de transmuter le traumatisme de l'enfance, de l'adolescence ou sur d'autres plans de conscience comme les vies passées ou pendant la grossesse. Et une fois que c'était libéré, seulement à la fin, après un certain chemin parcouru, j'ai été interpellé par « Ah, tiens, c'est bizarre ». Ce truc-là, ça me choquait, ça m'interpellait, ça me gênait avant, je m'énervais. Et puis en regardant de plus près, on se dit, je réagis plus à ça. Je réagis plus. Et des fois, ça revient. Une seconde fois, il faut revoir quelque chose qu'on pensait avoir libéré, terminé, intégré. Et on revient sur un autre plan, une autre profondeur, et avec les mêmes outils ou d'autres outils. Et recreuser de nouveau pour aller de nouveau s'en libérer, le comprendre et l'intégrer. Et avec tout ça, donc, avoir une connaissance plus profonde de soi-même, une vision plus claire de qui on est en nous et dans le monde d'un point de vue holistique. Et en ayant avancé sur tout ce chemin, j'ai grandi, j'ai mûri. Et c'est génial, en fait. Maintenant, c'est à chaque fois j'ai quelque chose qui me gêne, qui me bloque, qui ne m'est pas agréable, je me dis qu'est-ce que la vie me propose de voir à nouveau, de comprendre. Avant, je pouvais pas gérer ça. Déjà, j'étais incapable de gérer ma propre énergie, ni encore moins de la canaliser. Je savais même pas ce que c'était. Dans ces concepts-là, il y a l'idée de labyrinthe, dont je reparlais dans un autre épisode. C'est un peu long. Et aussi, je voulais préciser que il y a eu souvent des gens proches qui m'ont dit arrête de te prendre la tête, tu penses trop, tu profites pas assez de la vie. Et en fait, non. En fait, c'est pas ça l'histoire. C'est que je suis pas tout le temps en train de me prendre la tête. Maintenant, j'arrive à profiter. Non, il y a des moments où l'invitation est d'aller voir profondément. Et des moments où c'est pas le cas. C'est pas tout le temps. Et j'ai trop fait ça, je me suis épuisé. Donc c'est plus le cas. Maintenant, je fais au juste, au simple aussi. Des fois, c'est intense, des fois, ça l'est moins. Et d'ailleurs, maintenant, avec ce travail réalisé, j'ai quand même une sensation que je suis relativement en paix et que j'avance en étant conscient de mon chemin et de la responsabilité que j'ai envers moi-même et envers les autres de réaliser ce que je décide de réaliser et d'être intègre avec cette vision que j'ai en alignant toutes ces parties de moi. Je ne me souviens pas de tous les détails de ce qui s'est passé car c'était il y a plus de 20 ans, mais je sais que j'ai expérimenté des extrêmes. Extrêmes d'un côté, mais extrêmes de l'autre. Et tout ce qui est entre ces extrêmes. Et en regardant ma manière de faire, je me rends compte que je n'ai vraiment pas
fait de distinction, de traitement entre les gens que je connaissais peu ou à peine et les gens que je connaissais mieux. Je mettais mon énergie, mon temps au service de tout le monde, sans filtre presque, même quand ça me coûtait physiquement ou en temps, ou que ça pouvait me fatiguer. Je le faisais parce que c'était la manière dont j'avais appris d'interagir avec le monde, que j'avais appris d'être là pour les autres, pour répondre à leurs besoins. Et en fait, vraiment, il y a cette idée d'être au service. Alors j'en ai parlé avant, je vais pas le répéter. Il faut avoir un centre, il faut se connaître, mettre des limites. Et moi, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de faire, mais j'avais pas le travail réalisé à l'intérieur pour ça. Et ce qui revenait souvent, c'était non, c'est de l'égoïsme. Si tu te mets toi avant, c'est de l'égoïsme. Les fois où j'ai voulu penser à moi, dire non, c'est bon, maintenant je veux penser pour moi, je veux choisir, c'est moi qui décide, ça marchait pas. J'avais cette voix à l'intérieur ou une attitude extérieure qui me faisait comprendre que non, c'est pas toi qui décide, c'est comme ça. Pense au bien d'autrui, pense au groupe, pense aux autres. Et de toute façon, toi tu ne sais pas, c'est nous qui savons. Parce que nous sommes les adultes, en fait, c'est le message que j'avais à l'intérieur, la petite voix. Donc je ne pouvais pas réagir directement parce que c'était ancré à l'intérieur de moi. C'est comme, j'en ai parlé un peu dans le contexte. Et maintenant, avec tout ce recul, en fait, j'ai tellement appris sur le besoin des autres. J'ai tellement passé du temps à voir si je pouvais répondre à ces besoins qu'avec le recul, je me suis dit, ah ouais, non, mais moi aussi, en fait, j'ai appris parce que j'ai vu si les besoins des autres étaient bons pour moi aussi. Mais en fait, c'est génial. Je n'aurais jamais eu autant d'imagination nécessaire pour réaliser moi-même tous ces besoins du monde, en fait, du monde autour de moi, évidemment. Donc j'ai énormément appris et j'ai pu découvrir que le besoin des autres, en fait, n'était pas mon besoin. Bon, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, me dire que voilà, la société donne des codes, il faut remplir un certain nombre de fonctions, etc., etc. Donc attention, je ne porte pas de jugement sur ma famille, ou sur le système dans lequel j'ai grandi. Je suis en paix avec ça. J'ai beaucoup parlé avec mes parents, mais encore une fois, avec la famille, on parle encore. Il y a beaucoup d'amour entre nous, je les valorise, on se valorise entre nous, et j'ai plus de regrets ou de remords par rapport à ma jeunesse, en fait. Il n'y a pas de souci. J'ai intégré ce qu'ils m'ont enseigné, et je continue à intégrer ce qu'ils m'enseignent encore maintenant, en fait. Alors, quand je me laissais emporter à ces extrêmes qui étaient les miens, je pouvais visualiser cela comme un cadre rigide d'éducation. Où plus on grandit, je parle de moi, plus je grandis, plus qui je suis dans ce cadre, et en croissance, plus le cadre devient rigide. Mon éducation était déjà rigide, et en plus, donc le cadre devenait de plus en plus restreint, et ça devenait difficile. Je le vois, en fait, j'imagine ça, et je te représente ça comme un cube d'1 mètre cube de plastique solide et souple à la fois, dans lequel, en haut, il y a une petite ouverture et on remplit de liquide. On remplit de liquide jusqu'à atteindre une limite qu'on ne connaît pas en fait encore quand on n'y est pas. Et l'eau qu'on met à l'intérieur, c'est de l'information, des émotions, des expériences de vie, des histoires, des événements. Et chaque jour, chaque instant, on remplit ce cube. Cette structure que l'on remplit de contenu a ses limites. À un moment donné, ce cube, il va tendance à s'étirer, à commencer peut-être à vibrer et aller vers une rupture, en fait. S'il n'y a pas de transformation, en fait, on ne peut pas arrêter de se nourrir d'informations, d'émotions, d'histoires, d'événements. C'est pas possible. Ça fait partie de notre vie, de la vie. Donc, si à un moment donné, le cube, la forme de notre structure n'évolue pas, elle va péter. Il faut qu'elle s'adapte. Et en fait, nous, l'être humain, a une tendance à s'adapter tout le temps, en fait. On recrée la vie, on renaît à chaque instant par nos cellules. Et la vie est en mouvement, la vie est un perpétuel mouvement d'adaptation. Donc, cette transformation peut se produire plusieurs fois dans la vie. On connaît tous l'adolescence, c'est quand les structures mentales évoluent, et à un moment donné, il faut que ça change. Voilà. Nous incarnons tous ces changements dans notre corps, qui a aussi sa structure, ses limites, sa propre conscience. Et nous, on avance à un moment donné où, si on modifie pas la structure, selon moi, elle peut péter. Et donc, à l'adolescence, c'est le cas. Ça peut être à la quarantaine, ça peut être à toute fin de cycle. Donc, j'ai parlé dans les épisodes précédents les cycles de 7-8 ans. Donc, où on comprime encore plus la structure pour que le plus d'informations rentrent. On fait
En informatique, on appelait ça à l'époque défragmentation pour remettre tout dedans, faire de la place. Ok, on peut faire ça. Mais l'invitation est peut-être à laisser le flot de la vie continuer à nous nourrir et adapter la structure, adapter les croyances, adapter pour pas nous faire du mal, pour pas briser tout et aller dans une espèce de difficulté où on peut se faire du mal et on peut faire mal aux autres. D'ailleurs, en fait, ça revient au même. Faire du mal aux autres, c'est nous faire du mal à nous. Donc le fait de ne pas être en conformité avec l'environnement, notre entourage, et donc avec nous-mêmes, tout briser permet d'aller à la rencontre de soi-même et de là, de s'adapter de nouveau à notre entourage. À l'adolescence, il y a plusieurs chemins possibles. Le conformisme, l'introspectif, l'artistique, le sportif, etc. Mais je pense que socialement, et peut-être psychologiquement, le plus reconnu, c'est le rebelle, la rébellion. Pour moi, c'était impossible. Le conformisme me caractérisait. Je n'avais aucune autre alternative. C'était en moi depuis mon enfance, à cause de ma santé physique qui se manifestait visuellement et qui me faisait déjà me sentir différent des autres, mais aussi parce que j'étais fils de prof et ça, c'est comme ça. Donc en fait, déjà me sentir moi-même différent, j'ai eu un sentiment d'être étranger longtemps qui m'a habité. Et la seule solution que j'ai trouvée à l'époque pour me sentir aimé, reconnu, c'était de faire ce qu'on me demandait, d'écouter. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est ainsi que j'ai grandi. C'est aussi comme ça que nos parents avaient été éduqués. Donc en fait, ne trouvons pas d'autres manières de pouvoir expérimenter la vie. J'ai continué à faire la même chose en tant que jeune adulte et en aidant le plus possible les autres, en écoutant ce qu'on me disait de faire. Évidemment, parfois, je rejetais ce qui m'était proposé ou ce qui m'était demandé. Mais bien souvent, j'ai quand même aidé en investissant du temps et de l'énergie pour les autres. Et ça venait du cœur, ça venait de moi, ça venait de qui j'étais en fait. Je me posais pas la question, c'était comme ça. C'était une forme de trait de personnalité, si je puis utiliser cette expression-là. C'était aussi surtout alimenté par ce besoin profond de valorisation par rapport aux autres. Et en fait, maintenant, je pourrais mettre en gros et en gras, on ne peut pas plaire à tout le monde. On n'en a surtout pas besoin. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Dans ma génération, du moins ceux qui ont mon âge le savent, notre époque, la culture française mettait l'accent sur une certaine forme d'éducation. Avec tout ce qui a pu être lié dans la société à ce moment-là, la télévision, la radio, les journaux, la manière de se relationner, la mode, etc., etc. Et cette approche a été modélisée par nos parents qui eux-mêmes avaient reçu de leurs propres parents leur éducation à leur génération. La transmission, au-delà de l'identité française, c'est un phénomène générationnel. Dans toutes les cultures, à toutes les époques, l'éducation diffère d'une génération à l'autre. Les parents transmettent ce qu'ils ont appris à leurs enfants, etc., etc. Dans la période, la mienne, les années 80-90 principalement, l'influence de la culture, de la psychologie sur la société, de la télévision, a provoqué une polarisation bien spécifique, avec des valeurs très, très claires. Ces valeurs et ces concepts de culture ont été implantés dans l'esprit des enfants, tout comme c'est le cas à l'heure actuelle avec les enfants et les adolescents qui sont contemporains maintenant. C'est logique. Je pense que la conscience des parents au moment d'éduquer leurs enfants a un impact différent. Donc probablement en fonction de l'âge qu'ils ont quand ils ont leurs enfants. Il n'y a pas de bien ou de mal. Plus nous avons conscience de qui nous sommes et comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains dans notre microcosme et dans notre macrocosme, plus il y a de transformations chez l'enfant qui interagit avec cela. Je crois qu'il y a un impact réel dans la manière dont nous pourrons interagir et élever des individus conscients avec des valeurs qui sont bonnes pour eux. Cela veut rien dire, des valeurs qui sont bonnes pour eux. Les valeurs changent avec les générations, changent en fonction des familles. Quand je dis ça, c'est des valeurs qui leur sont propres. Comme je disais il y a quelques minutes, c'est depuis eux qu'ils trouvent vraiment leurs valeurs qui leur font du bien. C'est pour cela qu'il est important, il me semble, de guider des jeunes pour qu'ils découvrent ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, quelle direction prendre dans la vie. Une sorte d'accompagnement, de mentoring, pour que le jeune trouve ce qui résonne en lui depuis sa valeur, son amour-propre, depuis son sens interne, depuis sa conscience intérieure. Et de là,
revenir à l'objectif, au plus grand. Donc aller au microcosme pour ensuite aller au macrocosme. Et depuis soi, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir au monde? Et ce centre très intime avec soi est clé à transmettre cette connaissance à quelqu'un qui a déjà sa propre perception de la vie, de lui-même. Je crois qu'il y a vraiment un pouvoir personnel, créateur, que chacun de nous détient. Et à partir de là, nourrir des décisions, des directions de vie, et pas celles des parents ou de la société, ou d'un professeur, ou d'un camarade, ou d'un proche. Cette vision de vie nous appartient. Et en étant connecté à notre intériorité, nous avons vraiment, en tant qu'être conscient, la possibilité de décider comment percevoir notre vie. Et ça, c'est notre pouvoir créateur. Et c'est immense. C'est en réalité aussi voir et choisir comment percevoir notre propre réalité, notre propre univers. Et au sein de cela, nous pouvons ajouter les ingrédients que nous voulons. Des émotions, du travail, la santé, de la relation avec soi, avec les autres, du jeu, du sport, du voyage, peu importe. C'est aussi la manière dont nous pouvons percevoir ce qui nous fait souffrir dans la vie. La maladie, les accidents, perdre quelqu'un, mais aussi comment percevoir les aspects positifs. Le changement en soi, qui à mon sens est le plus frappant, c'est celui dont on voit les choses que nous avons cataloguées comme négatives. Comme la maladie ou un accident dont je parlais à l'instant. Comment je perçois la maladie? Pas comment les autres m'ont dit de percevoir. En général, on est très proche de ça au départ, mais quand on fait notre chemin, comment nous percevons la maladie? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous? Comment nous considérons-nous avec ça? Je me considère comme une victime ou est-ce que j'accepte que cette maladie soit un guide, soit un enseignant? Une impulsion pour voir des aspects cachés de moi-même, de mon environnement ou de ma systémie familiale par exemple. Comment je perçois la maladie? C'est la même chose pour la dépression. Et je crois que chaque événement que l'on a dans la vie est une invitation où nous avons le choix, peu importe, qui nous semble plus approprié de manière à une bienséance commune, nous avons le choix de décider quelles croyances s'y attachent et comment nous nous dirigeons dans la vie avec cette polarité de croyance ou non. Et ça peut être fait à n'importe quel âge, jeune adulte, ou en âge d'être actif, même plus vieux, il n'y a aucun problème avec ça. J'encourage vraiment tout le monde à faire ce travail et de se poser la question. Comment est-ce que je me vois? Vraiment, et vraiment essayer de le faire le plus objectivement possible. En ce qui concerne le livre dont je parlais dans l'épisode précédent, La prophétie des Andes de James Redfield, un ami proche m'a posé la question. Mais qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre et comment cela t'a-t-il influencé à l'époque? Eh bien, je peux dire que les révélations qui m'ont le plus marqué à l'époque, en fait, m'ont ouvert sur une compréhension autre que moi-même. Et quelles étaient celles qui résonnaient le plus? C'était celles qui m'avaient fait comprendre que je pouvais me connecter et que j'étais connecté avec mon entourage d'une manière énergétique. Que tout était énergie. Qu'elle soit cataloguée ou polarisée de négative ou positive, tout était étroitement lié à la façon dont nous ressentons ces connexions dans les actes. Et souvent, d'ailleurs, la mémoire que j'ai, c'est vraiment dans les actes de conflit, les échanges énergétiques dans les relations humaines, que ce soit un groupe sur une personne sur un groupe, qu'il y a vraiment cet échange d'énergie et que donc cet échange d'énergie est valable aussi en pleine nature, est valable avec les plantes, les animaux. Et la seconde, je dirais que ce serait une graine pour commencer à me faire prendre conscience qu'il existe une intuition et que c'est un guide qui peut nous conseiller. Et ça a été quelque chose que j'ai commencé à faire germer plus tard, au fil des années, lorsque j'ai commencé à emprunter un chemin que je qualifierais de spirituel, où je cherchais vraiment le sens à tout ce qui se passait dans ma vie. Dans cet épisode, tu as pu entendre pourquoi il est important d'avoir un objectif de vie, comment éventuellement on peut le mettre en place ou avec quelles clés on peut le mettre en place, comment l'impact de nos croyances, de notre éducation est vraiment présent dans notre vie de tous les jours en tant qu'adulte et que l'inertie que notre éducation nous a donnée a ses limites et qu'il est intéressant de transmettre en pleine conscience pour les prochaines générations. Voilà. Si l'idée te plaît, si comme on dit, tu le sens bien ce podcast, eh bien abonne-toi et partage-le. Tu peux aussi prendre quelques secondes et mettre 5 étoiles, voire même un commentaire.
Si tu veux échanger sur des notions ou des idées que j'ai pu exprimer dans cet épisode, je t'invite à me contacter. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi. Tous les mardis, l'épisode sera disponible sur ta plateforme préférée. Je publierai aussi sur les réseaux sociaux d'autres contenus. Merci de ton écoute, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Salut!